À l'heure où verdit le bâtiment, je t'écouterai. Bienvenue dans le Marteau dans l'oreille, le premier podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo. Je suis Magali de Nobatech INEF4 et je vous accueille pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler architecture, construction et économie locale. À l'aune de la crise sanitaire et du changement climatique, la résurgence du local questionne nos modes de production et de consommation sur le modèle des circuits courts. Construire ou rénover en limitant ses émissions de gaz à effet de serre et tout en impactant l'économie des territoires. Le bâtiment se trouve au centre d'une équation dont il est le terme majeur. Si l'intention est louable, la réalité est-elle au rendez-vous ? La filière de la construction peut-elle réellement booster l'économie locale ? Puisque seul, on ne va pas forcément plus vite, mais qu'ensemble, on va assurément plus loin, je reçois aujourd'hui 3 invités avec qui nous allons essayer de répondre à ces questions. Alice Perroma, cofondatrice de Mater Local. Bonjour Alice. Bonjour Magali. Cédric Ramière, architecte et urbaniste, associé co-gérant de Coco Architecture. Bonjour Cédric. Bonjour. Et Marie-Annick Jory, ingénieure chef de projet chez Nobatech INEF4. Bonjour Marie-Annick. Bonjour Magali. André Ravoureau militait bien avant l'heure pour une architecture située, c'est-à-dire inscrite dans un contexte géographique, économique et culturel. Gilles Perraudin disait d'ailleurs de lui qu'il n'était pas un militant du vernaculaire à tout prix, mais un pragmatique qui travaillait avec les matériaux et les savoir-faire disponibles. Avec la frénésie de construction que nous connaissons de nos jours, est-il possible, selon vous, de suivre ces préceptes ? Alice ? Oui, alors je pense que il est possible et il est important de suivre ces préceptes encore plus aujourd'hui. Et il y a plusieurs solutions qui peuvent nous aider à y répondre aujourd'hui. Donc des solutions contemporaines. Donc le vernaculaire, évidemment, c'est fonction d'une époque. Donc aujourd'hui, que ce soit des solutions de réemploi de matériaux biosourcés ou géosourcés, locaux, ou encore l'idée de construire avec le moins de matière possible, sont des réponses qui sont tout à fait justes et qui rentrent en effet aussi dans cette logique de respect d'un paysage, d'un territoire, et respect des savoir-faire locaux. Et moi, donc avec mon associé, nous sommes attachés à du coup aider à la structuration et à la recherche de ressources locales à travers une plateforme qui s'appelle Mater Local, qui géolocalise des matériaux biosourcés et géosourcés pour inciter du coup à leur utilisation dans des projets de construction. D'accord, c'est une plateforme qui est déjà accessible, c'est ça ? Elle est opérationnelle ? Oui, d'accord. Oui, un premier prototype est en ligne depuis 2 mois, exactement. D'accord. Je pense qu'on en reparlera au cours du podcast. Cédric, vous avez un petit mot à ajouter sur cette question, il me semble ? Oui, nous on connaît bien chez Coco Architecture, on connaît bien cet architecte André Ravoureau, puisqu'on a été amené à réfléchir à l'extension d'un de ses bâtiments en Mauritanie. C'est un architecte qui est intervenu à travers l'atelier du sablier, son agence dans des milieux africains, souvent désertiques, dans des conditions compliquées, peut-être moins sujettes à la mondialisation, où donc du coup on avait à travailler avec les matériaux qui étaient disponibles sur le territoire, les savoir-faire, voilà. C'est un travail passionnant qu'il a mené. Chez Coco Architecture, nous, on s'est intéressé à son travail à l'occasion de ce projet, mais aussi parce qu'il nous inspire pour une démarche que l'on souhaiterait mener dans nos territoires. On a fait le constat depuis quelques temps que l'architecture de nos régions étaient souvent des sujets qui étaient comment dire, j'allais dire travesti, mais c'est peut-être pas ça le mot, c'est-à-dire qu'on a traduit nos architectures régionales dans des architectures qui étaient de moins en moins ancrées dans nos territoires. On construit aujourd'hui des maisons périgourdines avec des matériaux qui viennent de Strasbourg, d'Espagne, d'Allemagne, et du coup elles n'ont de périgourdin que la forme résurgente d'une histoire
Pourtant, si on regarde à travers l'histoire dans nos pays, quelles que soient les époques et quelles que soient les techniques de construction, ce qu'on peut résumer en architecture vernaculaire de pays, ce sont des architectures qui sont tout le temps construites avec des matériaux du territoire et des savoir-faire locaux. Ce sont des architectures qui effectivement nous questionnent aujourd'hui, puisqu'on a cette déconnexion avec le territoire, mais aussi parce que on a ces questions sur l'identité qui émergent. On le voit aujourd'hui dans la campagne présidentielle, on parle beaucoup d'identité. Le fait de faire appel à des savoir-faire locaux et des matériaux locaux, quelque part, ça questionne aussi notre relation avec le paysage, notre relation avec la nature, avec l'architecture, et quelque part, ça questionne notre identité. Donc voilà, je pense que c'est plus que jamais le travail d'André Ravero est un travail qu'il faut regarder aujourd'hui dans cette période où quelque part on peut être un peu perdu. Voilà. En effet, oui, c'est vrai que ça fait écho plus que jamais en ce moment à ces propos. On vient donc de parler de matériaux locaux, de s'ancrer dans les territoires. Mais est-ce que la filière actuellement, là où les filières sont structurées pour répondre en fait à cette mutation, si on peut l'appeler comme ça? Et j'ai une question corollaire, donc je la pose tout de suite et je vous laisserai y répondre. Dans l'hypothèse où elle le serait et où les matériaux seraient disponibles, est-ce qu'on peut trouver les compétences adéquates sur nos territoires actuellement? Aujourd'hui, pour faire un peu écho avec ce que disait Cédric, c'est vrai qu'on a des savoir-faire un petit peu artisanaux qui sont territorialisés, on va dire. Et sur chaque région, en fonction des matériaux qui historiquement étaient utilisés dans la construction. Donc ce savoir-faire-là, il y est. Par contre, on a une vraie question autour de l'échelle et du modèle économique qu'on doit développer autour de ces compétences-là. C'est-à-dire que notamment les acteurs qui ont vraiment de l'impact aujourd'hui sur la filière de la construction sont plutôt des acteurs économiques conséquents et des grosses entreprises du BTP. Aujourd'hui, il y a une vraie question pour moi autour de ce changement d'échelle, de passer de techniques un petit peu ancestrales, artisanales, à l'intégration à nos projets aujourd'hui à un petit peu plus grande échelle. Et notamment, alors on parle du contexte actuel, mais j'ai envie de faire un petit parallèle avec la nouvelle réglementation environnementale qui en effraie certains. Et moi, je la vois plutôt comme une occasion de re-questionner l'industrialisation de la construction, notamment autour des matériaux bio et géosourcés. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment pour moi une occasion et une opportunité de structurer ces filières-là. Moi, de mon côté, je pense en effet que c'est des filières aujourd'hui qui sont peu structurées, disséminées sur le territoire, et peu visibles, et peu structurées pour deux raisons en effet qui les empêchent d'accéder au marché des matériaux de construction et à s'imposer du coup face aux matériaux conventionnels également. C'est un manque d'accès à la réglementation. Du coup, c'est des filières qui ont du mal à certifier leurs solutions pour une question de coût, pour une question de demande, etc. Et également pour une raison économique et face à l'idée également que ce sont des matériaux qui ont un surcoût par rapport aux matériaux conventionnels du fait tout simplement qu'ils sont peu structurés, peu visibles et donc du coup voilà et c'est aussi quelque chose qui nous avec Matière Locale nous est moteur. Lever tous ces freins pour nous commence déjà par révéler les ressources du territoire, mettre en lumière les ressources et les savoir-faire qui vont l'un avec l'autre, donc avoir des compétences pour mettre en œuvre tels matériaux et pouvoir innover à partir de matériaux présents localement. Donc l'architecture le fait, l'artisanat le fait également. Du coup, c'est vraiment fédérer et mettre en lumière ces recherches et ces ressources qui vont permettre vraiment d'aider ces filières à se structurer également. Très bien. Il y a déjà une initiative quand même. On part pas de zéro sur la structuration de ces filières. Oui, évidemment, mais il y a des associations, même des clusters régionaux comme Nobatec, ODIS, etc., qui travaillent sur le terrain en fait à
aider à la structuration de ces filières, à accompagner les acteurs décideurs vers ces ressources. Donc il y a un vrai travail d'expertise qui est essentiel et qui est surtout qui se dissémine pour le coup sur tout le territoire. Il y a un vrai maillage d'experts qu'il est important aussi de révéler et de faire connaître, parce qu'évidemment c'est un travail de fond de connaissance et d'acculturation vers ces ressources, et ça passe pas seulement par une plateforme internet. Ça c'est clair, il y a besoin de recherche et de chercheurs, oui. Et je pense que notamment pour rebondir un peu sur ce que tu dis, Alice, la meilleure façon de structurer un petit peu tous ces différents acteurs autour de la table, c'est de se rejoindre autour d'un projet et de voir concrètement de quelle manière on peut venir apporter des solutions à la construction d'un bâtiment neuf, la rénovation de notre patrimoine. Voilà, c'est vraiment de fédérer tous ces gens autour d'un projet commun. Par rapport à ce que vous venez de nous dire, je ressens effectivement que la production de matériaux localement, la valorisation des compétences de mise en œuvre sont effectivement des boosters de l'économie locale. Ça permet de dynamiser les territoires. Mais une fois cette dynamique en place, comment est-ce qu'on peut faire pour rester compétitif dans ce contexte de transition énergétique ? Si je peux opposer ces deux expressions. Alors, quand tu dis rester compétitif, moi j'ai envie de questionner un petit peu ce mot-là, compétitif. Quand on dit compétitif, c'est compétitif par rapport à quoi ? Concrètement, un mur ossature-bois béton de chambre, est-ce qu'on doit le comparer à un voile béton ? Est-ce qu'on doit le comparer à un voile béton isolé avec un revêtement intérieur-extérieur ? Quel service est rendu ? Voilà, pour parler de compétitivité, il faut parler aussi de comparaison et qu'est-ce qui est comparable et en quels termes ? Est-ce qu'on parle de comparaison économique ? Est-ce qu'on parle de comparaison de services rendus ? En termes notamment de confort, voilà, il y a énormément d'éléments sur ce sujet-là. Si ta question portait plutôt sur la question de la compétitivité économique, effectivement, nous, chez Novatec INEF4, on croit beaucoup à la préfabrication, et notamment autour des questions de complexes de parois à base de terre crue et de fibres végétales. C'est un projet de R&D qu'on est en train de pousser aujourd'hui avec un industriel pour voir voilà de quelle manière on peut mettre en œuvre et industrialiser un complexe de murs à mettre en œuvre directement sur nos chantiers. Très bien. Cédric ? Oui, si je peux me permettre, Magali, effectivement, la vraie question, c'est comment on compare les choses. Et peut-être que la réponse, elle se trouve dans le bottom-up, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être un jour qu'on accélère le rythme pour recultiver notre population, qu'elle puisse s'emparer de vraies thématiques, qu'elle puisse elle-même comparer, comprendre quels sont ses besoins, comment on peut arriver à y répondre. C'est des phénomènes qui sont assez proches finalement de la gastronomie, de l'industrie du vêtement. On a vu que en gastronomie, que les Français savaient complètement s'emparer du sujet, savaient choisir eux-mêmes leurs aliments, aller vers des producteurs locaux, du bio, etc. À partir du moment où ils le maîtrisent. Et ils ont l'information, ils savent très bien faire ça. Et on a vu les tournants qui sont... on connaît actuellement des tournants importants dans l'industrie du vêtement depuis quelque temps. Et dans le bâtiment, on est en train de prendre le virage. Mais effectivement, à partir du moment où il va y avoir une réelle demande d'en bas, il n'y a aucune raison que le politique, lui, n'y aille pas. Et effectivement, c'est pas forcément une question de prix, mais peut-être que... on peut arriver à se payer des matériaux si on revoit nos standards de mètres carrés, par exemple, en se disant que peut-être que certaines maisons qu'on souhaiterait à 150 mètres carrés, on pourrait les revoir à 120 mètres carrés, et peut-être se payer des matériaux auxquels on n'accéderait pas avec cette maison à 150 mètres carrés pour le même budget. Donc en fait, tout ça, c'est une question de choix, pas forcément une question de prix. Je suis entièrement d'accord avec vous, et du coup tout ça, voilà, pour que ces choix ils soient faits, il faut vraiment qu'on s'attarde un petit peu plus effectivement à dialoguer, à mettre le débat sur la table, à discuter avec les habitants, voilà.
Est-ce que justement ces projets ou cette nouvelle façon de concevoir les projets, c'est l'occasion justement de faire de la recherche et du développement en mode démonstrateur? Est-ce que le projet peut porter la R&D justement dans ce domaine et localement? Chez Coco Architecture, bien sûr, on se dit que la R&D, tout ça est très importante. Il y a un rôle à jouer pour que effectivement de notre côté on puisse mettre en lumière les savoir-faire locaux, ces matériaux biosourcés, comme disait Alice, sont pas forcément visibles, les rendre peut-être accessibles de par leur technique de construction, leur prix, leur coût de revient. Tout ça sont des sujets de R&D importants. Et nous, ce qu'on essaie de faire chez Coco Architecture, c'est de prendre chaque projet comme prétexte pour faire de la R&D. Donc ça, on le fait souvent d'ailleurs avec Novatec, en partenariat. Entre autres, on a quelques sujets communs ensemble, entre autres la maison de l'habitat à Périgueux en ce moment qui est au stade étude. Et l'idée, c'est quoi? C'est de dire que on a un certain budget pour faire une conception de projet et que pendant la conception du projet, on peut très bien faire converger les différentes synergies des bureaux d'études, des architectes, des entreprises, des maîtres d'ouvrage pour essayer de se mettre autour de la table et essayer de comprendre quels sont les enjeux d'aujourd'hui autour du programme dont il est question et peut-être de faire évoluer légèrement certains matériaux, leur mise en œuvre, aussi bien dans la technique de mise en œuvre que dans l'esthétique. Et donc du coup faire de la R&D, c'est-à-dire l'idée c'est de prendre ce budget qu'on a habituellement pour faire de la conception et de le faire passer par un tuyau, par un parcours R&D, le temps de cette conception. Et souvent, ce que je dis aux élus, moi, c'est que effectivement, on peut faire de la R&D, ça a un coût, mais si on prend ce temps de conception autour de projets publics comme prétexte pour faire de la R&D, cet euro que vous investissez dans un équipement public, à la fin, ça sera 2 euros. C'est-à-dire, il y aura 1 euro investi dans l'équipement public, mais cet euro, il sera aussi passé par le vecteur R&D, et donc du coup, vous aurez récupéré 2 euros. Voilà. Moi, je suis absolument d'accord et je pense que c'est très important de cette question de la recherche architecturale ou paysagère. Enfin, les agences d'architecture, de paysage ou d'urbanisme sont vraiment des laboratoires de recherche en fait, et qui sont vecteurs de nouvelles solutions, de nouveaux détails constructifs, de nouveaux assemblages de matériaux vertueux à partir de ressources disponibles ou juste vertueux. Et cette recherche, elle est aujourd'hui peu valorisée en fait. Moi, je suis architecte avant tout. J'ai travaillé. Alors je suis architecte, je suis maître d'œuvre, et ça fait partie des grandes frustrations, je trouve, du secteur de la construction aujourd'hui, c'est d'avoir énormément de difficultés à tenir un choix projectuel, engagé et transverse dans toutes les questions que cela soulève jusqu'au bout d'un projet de construction. Et cette recherche, elle est essentielle. Ce temps de recherche est essentiel et il est pas suffisamment valorisé aujourd'hui. Je pense que ça fait partie aussi des gros freins et c'est ce qu'on cherche aussi à travers Mater Local à valoriser, c'est mettre en lumière encore une fois ces recherches, ces savoir-faire, ces architectes artisans qui ont travaillé, qui ont fait un travail profond et ancré de recherche constructive et qui doit pouvoir nourrir tout un chacun en fait. C'est justement ce que j'allais vous demander justement. Je voulais vous interroger sur les freins justement dans la commande, ces freins à l'innovation ou ces freins à l'utilisation de solutions alternatives. Est-ce que parmi vous trois, vous avez des idées, des pistes, des propositions pour lever un petit peu ces freins et accélérer un peu cette dynamique? Alors, nous, je sais aujourd'hui que chez Novatec, dans certains projets, on essaie d'inciter à mettre plus d'innovation, notamment dans les marchés publics, car il y a aujourd'hui des leviers qui le permettent, mais qui sont très peu connus, qui sont même parfois inconnus des maîtrises d'ouvrage publiques elles-mêmes. Voilà, mais ces outils-là existent aujourd'hui, notamment dans le cadre
d'un projet de rénovation qu'on a suivi en Aveyron. On avait besoin de préconsulter des entreprises très spécialisées autour de matériaux biosourcés. Là, c'était notamment autour du béton de chambre en rénovation. On a pu préconsulter ces entreprises-là pour nous permettre, comme le disait Alice tout à l'heure, de venir nourrir la réflexion autour de la conception de ce projet-là et de ce projet de rénovation. C'est-à-dire qu'actuellement, ce genre de levier-là existe, fait partie de la loi MOP et permet d'avoir un projet qui soit vraiment contextualisé et qui réponde de façon pragmatique à des questions qui sont parfois un peu trop vite éludées dès les phases de conception. Et en fait, c'est pour ça, quand on parle d'innovation, on a souvent l'impression qu'on va inventer l'eau chaude, mais suffit peut-être simplement de s'appuyer sur des connaissances, notamment d'artisans qu'on a déjà, et d'utiliser ces différents leviers-là pour permettre d'avoir un projet qui, effectivement, comme disait Alice, aille jusqu'au bout et puisse pousser la question autour notamment des matériaux jusqu'à la livraison. Tu l'as mentionné, Marie-Annick, juste avant, mais c'est de quoi résulte cette méconnaissance, en fait, de ces solutions qui sont déjà existantes? Pourquoi sont-elles méconnues, en fait, et du coup peu utilisées? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons, et je pense que chaque personne autour de la table là en trouvera une différente, mais je pense tout simplement que l'innovation, c'est peut-être un terme qui fait encore un petit peu peur aujourd'hui dans le monde de la construction. Comme je disais, voilà, l'innovation, c'est pas forcément une usine à gaz. Et parfois par problématique de gestion des délais, gestion des coûts d'opération, on préfère aller vers des pratiques constructives qu'on maîtrise ou en tout cas qu'on a utilisées pendant des années pour être sûr de tenir ses engagements et ses délais. Voilà, pour moi, c'est un des principaux freins, c'est vraiment, je dirais presque des habitudes de travail. Oui, c'est sûr que on est dans un temps contracté et du coup, en fait, on prend pas le temps. On prend pas le temps de se poser même la question. Exactement, ouais. On prend pas le temps de prendre des risques. Aujourd'hui, on a déjà plein les épaules avec le Covid, le machin. Voilà, donc du coup, on est dans une période peut-être compliquée pour ça, et pourtant, il va falloir qu'on change nos comportements et qu'on prenne le temps de réfléchir si on veut vraiment un changement radical. Et là, ça va passer aussi par effectivement prendre le temps. Si on parle du 2 minutes là du processus, par exemple, d'appel d'offres anticipés pour des projets novateurs, on a effectivement du coup un appel d'offres qui se situe autour de l'APS, si je me rappelle bien, Marie-Annick, quelque chose comme ça. Hein. C'est ça, oui. APS, APD, on peut le consulter sur les deux phases. Du coup, effectivement, il faut être prêt en APS, APD pour consulter. Donc, ça veut dire que c'est des choses qui se préparent bien en amont. Mais finalement, il ne faut pas se le cacher, c'est prendre le temps des choses, c'est prendre le temps d'intégrer des nouvelles données à l'APS, à l'APD, parce que on peut pas garder la même cadence. Voilà. Anticiper des questions parfois. C'est une question de temps, de comportement, de vision, voilà. Hein, aujourd'hui, on allait dans une cadence de production de bâtiments. On le voit qui sont pas forcément, qui sont certes produits rapidement, mais pas forcément de qualité. On oublie de se poser la question de notre voisin, de l'entreprise locale, quel est son rôle dans tout ça, etc. On essaie de produire des bâtiments qui nécessitent pas d'entretien. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il y a plein de questions. Il y avait des travers un peu bizarres dans la construction. Peut-être qu'il faut qu'on se pose la question qu'on se repose certaines questions, voilà, qu'on change notre comportement. On est dans une urgence qui effectivement impose d'accélérer là-dessus. Il faut changer vite, mais paradoxalement en prenant le temps de faire les choses bien à l'échelle du projet. Merci Alice, merci Cédric, Marie-Annick pour ces échanges. J'ai une toute dernière question à vous poser à tous les trois, et on va commencer par vous Cédric. En 2 mots,
Vraiment en 2 mots, à quoi ressemblera le bâtiment de demain? Je l'espère, ça sera un nouveau paysage. C'est-à-dire ce sera une architecture qui sera de nouveau faite avec des morceaux de paysage qu'on aura remodelés pour, voilà. Pour moi, 2 mots, je vais pas faire 2 mots, désolé. Mais pour moi, le bâtiment idéal, c'est celui qui est fait avec des matériaux du paysage local, voilà, avec des savoir-faire locaux. C'est celui qui est le plus en harmonie avec la nature. Alice? J'aimerais que le bâtiment de demain soit rempli de beauté. Donc de beauté, pour moi la beauté c'est évidemment pour tout le monde quelque chose de très abstrait, mais c'est avant tout un sentiment, une sensation face à quelque chose qui nous émeut. Et l'habitat c'est un endroit essentiel de nos vies d'hommes et de femmes. Et en effet la question du paysage permet de répondre. Enfin la vision d'un paysage et regarder un paysage permet de déjà ressentir la beauté, mais du coup, si on pouvait aussi ressentir de la beauté en regardant nos créations humaines, ça serait merveilleux. Et enfin, Marie-Annick? Alors pour moi, en 2 mots, le bâtiment de demain, il serait résilient et collectif. Donc résilient, c'est un mot un petit peu à la mode qu'on entend à toutes les sauces, mais qui est vraiment pour moi une réponse, si ce n'est la réponse aux différents enjeux qu'on a évoqués aujourd'hui. Et collectif, parce que le changement, il ne peut avoir lieu que lorsque les gens sont tous regroupés autour d'un même projet et permettent vraiment d'avancer, de se poser les bonnes questions et d'évoluer collectivement. Voilà, donc pour moi, ça serait ça, résilient et collectif. Merci à tous. Merci Magali. Merci Magali. Merci Magali. Et si le projet de construction ou de rénovation était la clé de l'équation? Intégré à son environnement et fort des ressources et compétences locales, il devient l'élément commun et fédérateur qui conduit à la fois à innover, collaborer et investir tant dans les aspects techniques qu'humains et économiques. Si des efforts de structuration et une évolution des pratiques, mais aussi des mentalités s'avèrent nécessaires, la transition est déjà en route. Reste à la systématiser. À vous de jouer! Merci d'avoir écouté cet épisode rendu possible grâce au soutien de la Délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. À bientôt pour un nouvel épisode du Marteau dans l'oreille, votre podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo.